C'est le plus grand américain écrivain de romans policiers. Il a 60 millions de lecteurs dans le monde. Il est traduit dans 43 langues, numéro 1 à chaque sortie dans plus de 12 pays. Et il est également le premier auteur à avoir reçu 3 prix majeurs de la littérature policière, le prix Edgar Allan Poe, le prix Chamouset et le prix Anthony. On est très, très heureux de l'avoir dans VIP parce qu'il est très réclamé dans les médias et très peu souvent en France. J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Harlan Coben. Harlan, good morning. Je suis contente d'être ici, merci. Ok, donc je vais poser des questions à Harlan en anglais, je les traduirai et puis il nous répondra dans sa langue. Nice to have you in this show. Merci. You're here for a very new book, Intimidation. In France, it's Belfond. Alors, vous êtes ici pour votre tout nouveau livre, Intimidation. Ça sort chez Belfond Noir. Un beau cadeau à vous faire à Noël. I was saying a great gift for Christmas. Parfait. Perfect gift for Christmas, birthday, Noël, anniversaire, Hanouka, Kwanzaa, tout ce que vous voulez. Perfect. There is two kinds of books of Harlan Coben. There is the book with your main character that is called Myron. What, Myron Bolitar? Just tell it with your American accent. I love. Myron Bolitar. You say it much nicer. Myron Bolitar. Myron Bolitar. Yes. Myron Bolitar hein, pour les Français. Donc son personnage principal, Myron Bolitar, qui correspond à une partie de sa littérature. And other books with just other stories. Et puis les autres livres avec donc d'autres histoires. Et ce livre-là est dans la catégorie autres histoires. This is another book. This is not Myron Bolitar. No. We'll talk later about Myron Bolitar. Okay. We'll start with these books and your literature generally. Donc, on va commencer avec sa littérature d'une manière plus générale. In your stories, there is something that works very well, is that it's normal people, normal lives, in fact. It can be my life, it can be your life, maybe a bit of your life, and something happened. Yeah. What if, here it's, what if your dad, you have 2 sons, you're in love with your wife, what if someone you don't know tells you, you know, last time she was not really pregnant. Yeah. She was not. Maybe you should check if your boys are really your boys. What if? Donc c'est vrai que tout commence avec Harlan Coben avec et si, des vies normales, des personnages normaux, et puis voilà, et si il arrivait quelque chose, et si cet homme au début du livre, qui est marié, très amoureux de sa femme, père de 2 enfants, et si un inconnu venait lui dire que la 3e grossesse qui s'est terminée par une fausse couche n'était pas une réelle grossesse, et peut-être que ses 2 fils ne sont pas vraiment ses fils. What if? This is what you found. Yeah. Oui. There was actually, En fait, il y a un site internet dont on m'a parlé qui qui s'appelle fausbébé.com, sur lequel vous pouvez trouver des informations pour prétendre que vous êtes enceinte sans l'être. C'est fou, on peut trouver toutes sortes de choses sur Internet. Et en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait plus d'un site. Certains prétendent que c'est pour plaisanter, ou d'autres prétendent qu'on peut faire croire qu'on a été adopté. Et je me dis, waouh, mais il y a tellement de secrets comme ça sur Internet. Qu'est-ce qui se passerait si un étranger prétendait à cela? Et c'est comme ça que l'idée du livre est partie. In fact, you find your ideas in real life. Something strange happened to you, to your kids, to someone you know, and you say, wow, maybe that can be a good story. En fait, Harlan Coben part toujours de quelque chose qui va lui arriver dans la vie, qui va arriver à son fils, qui va arriver à quelqu'un qu'il connaît. Et puis lui, tout de suite, il voit le potentiel littéraire en disant, voilà, et si je me servais de ce petit dysfonctionnement de la vie et que je vois où je peux l'emmener de manière littéraire. Toutes les fictions, ça part de la question de « et si ?» On se pose toujours cette question « et si ?» Par exemple, il y a plusieurs années, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Promets-moi ». J'avais entendu des adolescents parler de conduire et de boire. Et je leur ai dit, promets-moi que tu ne le feras pas. Voilà mon numéro de téléphone, je m'en fiche qu'il soit 3 heures du matin, je m'en fiche que tu te drogues, je ne le dirai pas à tes parents, je viendrai te chercher et je te déposerai, mais promets-moi que tu ne montreras pas dans une voiture conduite par quelqu'un qui a bu. Dans les fictions, les écrivains se demandent, et si imaginons une adolescente appelle mon héros à 3 heures du matin, il vient la chercher chez elle, il la dépose chez une amie, et le jour d'après, elle a disparu et personne dans la maison ne la connaît. C'est ça le démarrage d'un livre. C'est à peu près comme ça, moi, que j'essaye de le faire.
what if I find in my pictures a picture that is not mine? Right. This happened. Yeah. This happened to you in real life. Yeah. And what can I do with this fact? Un jour, Harlan Coben a été retiré des photos à lui, une pellicule qu'il avait faite développer. Et puis dans le paquet de photos, il y avait une photo qui n'était pas à lui. Tiens donc, voilà un début de livre. What if this picture is not mine? What does it say? And it was a book after. Ce qui est en fait de terrible, c'est que ça n'était pas le cas. Il se trouve que la photo était à l'envers. Et je n'ai pas retiré cette photo. Oui, je l'avais prise. Et cette idée, elle m'a suivie. Ce livre s'intitule Juste un regard. Et actuellement, on en fait une série de télé avec Virginie Ledoyen, qui joue le rôle principal. Elle reçoit cette photo et toute sa vie change. C'est un petit peu l'histoire de tout homme, toute personne, une personne ordinaire. C'est un peu comme Hitchcock, un homme ordinaire qui se trouve dans un contexte extraordinaire, mais avec, j'espère, un côté très moderne. This is very interesting talking about Alfred Hitchcock because it's one of your reference, influence. There is Alfred Hitchcock, there is Woody Allen, there is Philip Roth. Who else? En général, quand on nous pose cette question, on nomme des auteurs, d'autres écrivains. On peut penser à Raymond Chandler, Agatha Christie, par exemple. Mais pour moi, c'est surtout ce qui m'inspire, ce qui m'influence. Tout ce qui est génial me donne envie de le transmettre aussi à mes lecteurs. Par exemple, une peinture d'Edward Hopper, une chanson de Bruce Springsteen, un film de Woody Allen ou d'Alfred Hitchcock. Toutes ces choses-là, pour moi, je les aime, elles m'inspirent. Et j'aime les émotions que je ressens avec ce type d'art. Donc c'est ce que j'ai aussi envie de transmettre à mes lecteurs. J'ai envie qu'ils prennent un livre à 23 heures dans son lit. Il se dit, je vais lire 5 minutes. Et puis à 4 heures du matin, il est toujours en train de lire. Il a lu toute la nuit. Et j'adore quand ça m'arrive. Donc mon but, c'est aussi de le transmettre à mes lecteurs. It's what we call a page turner. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas quel est le mot français d'ailleurs, pour dire un livre qu'on ne peut pas lâcher et on se dit, allez, je lis 5 minutes et à 4 heures du matin, on est encore sur le livre. In France, many people maybe discovered you with a movie made by Guillaume Canet, Tell No One. It has been a huge change for you, this movie. En France, beaucoup d'entre vous ont peut-être découvert Harlan Coben, si vous ne le lisiez pas avant, avec un film de Guillaume Canet, Ne le dit à personne, avec des acteurs comme François Cluzet, Christine Scott-Thomas, Marie-Josée Croze, André Dussolier. Et Guillaume Canet a eu un César d'ailleurs pour ce film haletant et magnifique. It's true, it has been a huge change for you, Tell No One. Oui, c'était un moment vraiment super. Vous parliez de Guillaume Canet, qui a eu le César de meilleur réalisateur, François Cluzet de meilleur acteur. Vous savez, tout le monde m'a dit que j'étais fou quand j'ai donné ce projet à Guillaume Canet. Beaucoup d'Américains le souhaitaient aussi, et Guillaume Canet n'était pas connu à l'époque. Il avait simplement réalisé Mon idole, mais j'avais une intuition sur lui. Et on a vraiment passé un moment extraordinaire dès le début. Le film était au départ un petit projet, c'est devenu plus gros, et avec toute cette équipe, Nathalie Baye, Jean Rochefort et Gilles Lelouch. Il y avait tellement de personnes qui aussi sont devenues des stars. C'était juste un travail d'amour. C'était très exaltant de voir cela. Les lecteurs l'avaient déjà lu. Il avait été vendu à des millions d'exemplaires. Son livre était d'abord un très gros succès avant même le film. Et c'était vraiment amusant. C'était vraiment un beau projet. Je n'ai que des bons souvenirs avec toute l'équipe. And why do you think Harlan Coben, French, do love you? Because there is something special between you. No, it's true. I don't know for the other countries. Maybe every country say that, but I don't care. But there is something between you and French people. Something, I don't know. It's obvious. Maybe because your stories are often love stories, in fact. Et je me demande pourquoi la France aime tellement Harlan Coben. Mais peut-être parce que ces histoires angoissantes sont avant tout des histoires d'amour. Tell No One is a love story first. And this one too. Je pense simplement peut-être que les Français sont plus intelligents. Enfin, ça, c'est ma réponse personnelle. Les Français sont très, très intelligents. En fait, la réponse, je ne sais pas. Je crois que c'est le cœur.
I'm not just the thrillers, and yes, they have twists and turns. And Vous allez être choqué par la fin de ce livre. Je promets à tous ceux qui nous regardent, où que soient les caméras, vous allez être surpris par la fin. Vous pensez connaître la fin, mais vous ne la connaissez pas. Je peux vous la dire, mais vous ne pourrez pas deviner. Moi, j'ai relu le livre et je ne connaissais pas la fin. C'est ça qui est bizarre. Je pense pour les Français qu'il y a toujours une âme et un cœur. J'ai envie que ceux qui lisent ce livre versent une larme quand François Cluzet retrouve sa femme. J'ai envie que vous versiez une larme quand Alexandra Lamy retrouve sa fille Tara dans Une chance de trop. J'ai envie que vous pleuriez. Et ce que j'aime beaucoup chez les Français, c'est que vous êtes très passionnés. Pas simplement au niveau de l'amour, mais dans tout. Vous vivez avec des émotions plus intenses. La nourriture est meilleure ici. Le fromage, le vin, peut-être de faire l'amour. Ça, je ne peux pas le dire avec certitude. Mais vous vivez la vie de manière intense, entière. Et c'est ça que j'aime chez les Français. Alors, le revers de cela, c'est que quand vous vivez de manière si intense, quand vous ressentez tellement d'émotions, vous ressentez aussi de la tristesse. Donc, il y a un an, quand on a eu ce terrible attentat à Paris, j'ai écrit une lettre à des personnes en France en leur disant, vous savez, maintenant, on va vraiment avoir ce deuil très lourd parce que si vous vivez de manière si intense, si joyeuse, vous ressentez aussi la douleur de manière plus intense parce que vous êtes des personnes qui ressentez les choses. Donc, vous ne pouvez pas avoir des hauts sans avoir des bas. Vous ne pouvez pas avoir de droite sans la gauche, sans des joies si intenses, sans aussi connaître une tristesse très profonde. Mais c'est un bon équilibre. Et c'est pour moi ce qui fait que les Français sont si attachants. You've been talking about No Second Chance. It was a few weeks ago on French TV. It has been broadcasted. Donc, il parlait Harlan Coben de Une chance de trop qui a été sur TF1 à la télé avec Alexandra Lamy, Pascal Elbé, Hippolyte Girardot. It has been a huge success on TV. And you've been involved from the beginning, oui. And you like that, in fact. I do. Oui, et ça me plaît. Avant, je ne m'impliquais pas et je ne faisais qu'écrire mes livres. Et ça a toujours été un problème. Les choses n'étaient pas faites, je n'aimais pas cela, je faisais en sorte que ça ne se produise pas. Mais là, je me suis engagée dès le début. J'apparais même dans le dernier épisode et Dana Delany joue mon épouse. Nous sommes un couple américain marié, donc je suis même dans l'épisode. Donc ça prouve que je me suis engagée. Et c'était vraiment un travail d'amour depuis le début. Et Alexandra Lamy est une actrice incroyable. Et je le savais avant même que les Français ne le sachent. Alors on disait, oui, c'est une actrice comique. Et moi, je disais, mais attendez, regardez, elle va être incroyable. Et toute l'équipe l'était. Pascal, Lionel, Hippolyte, Charlotte Desgeorges, Leslie Medina, Claire Tran. Je pourrais continuer à les citer tous, toute la journée. Ils étaient tous fantastiques. On a passé un moment merveilleux. On a aussi tous la même vision. On savait que quelque chose de fort allait se produire. Quand je fais un film, une série, mon but, bon voilà, moi je vends déjà beaucoup de livres, donc c'est pas tellement quelque chose tourné vers moi, mais c'est l'équipe. Je veux que les carrières se déroulent dans cette équipe. Par exemple, Alexandra Lamy, François Cluzet, leur carrière, elle prend un tournant à ce moment-là, et j'adore faire partie de ça. C'est un sentiment agréable. When you write, you're alone. Oui. And now, oui, bien sûr. You have teams sometimes for the movies, and oui. I guess you need it. Donc c'est vrai qu'on est seul quand on est écrivain, et d'un seul coup, il fait partie de l'équipe d'un film, il s'investit dès le départ dans le choix des acteurs, dans l'écriture du scénario, ce qu'il faut réécrire, et d'un seul coup, il se retrouve en équipe, et ça change tout. J'ai écrit 30 livres, donc j'ai passé beaucoup de temps seul dans ma chambre. Beaucoup de temps, et j'adore ça. Et c'est mon choix. C'est drôle, vous voyez, quand vous voyez sur Internet tous ces slogans qui disent « Allez, vivez votre vie pleinement, allez explorer le monde ». Moi, j'ai passé la plupart de mes journées dans ma chambre, tout seul, et ça me rend heureux. Mais ça a été bien aussi de collaborer avec des gens très talentueux et de surprendre. Comme avec Alexandra Lamy qui nous a surpris, eh bien, je pense que d'ici un an, on parlera de Virginie Ledoyen et la manière dont elle va nous surprendre, parce que je crois que personne ne l'a jamais vue jouer dans ce registre. Elle est maman de 2 adolescents, elle fait face à un drame terrible et elle est super. Donc c'est très amusant de travailler avec ces personnes-là, les réalisateurs.
et de voir un groupe qui émerge. Quand un livre a du succès, je me sens comme un joueur de tennis ou de golf, mais je suis tout seul. C'est génial, mais je suis tout seul. Quand je fais de la télé, un film, j'ai un peu l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde et je me sens comme le capitaine et j'aimerais que chaque membre, le goal, l'attaquant aussi, bénéficie de ce succès. Did you change the way you write? I mean, now do you write a book thinking this can be a movie? Never. Donc je lui demandais en fait si en écrivant il avait changé sa façon d'écrire en se disant ce livre-là va peut-être être un film. Jamais. C'est le baiser de la mort. Si vous écrivez un livre avec une intention autre que d'écrire un livre extra, vous allez vous planter. Si c'est pour faire un film, pour dire combien vous êtes intelligent, pour transmettre vos idées politiques, ça ne marchera jamais. Je suis esclave de l'histoire. Je vais vous raconter la meilleure histoire et le reste suivra. Je ne dois pas me préoccuper du reste. Je ne me préoccupe jamais d'argent, d'investissement, de marketing. Tout ce que je sais, c'est que je dois mettre mes œillères et me concentrer sur l'histoire. Et si elle est géniale, vous la lirez sur un e-book, sur un livre, sur une tablette de pierre. Mais je dois me concentrer sur ça. You have a very good friend, we all know, called Dan Brown. You have many friends who write. And Dan Brown said that you're the king of hook and twist. Dan Brown est un de ses amis, ils ont étudié ensemble à l'université, ils sont tout un pool d'écrivains très connus à avoir grandi ensemble à l'université. Et Dan Brown dit de lui que c'est le roi du crochet, donc il nous accroche et puis après, paf, il nous retourne comme ça. And this is completely true. Et c'est complètement vrai. Merci. Je connais Dan, on a été à la fac ensemble, alors je le connais depuis qu'on avait 18, 19, 20 ans. They wanted to be writers, but not you. Non, moi je ne voulais pas. Il est entouré d'écrivains, mais... Même Dan n'était pas sûr. Je crois que quand je l'ai rencontré, il voulait surtout être musicien. Mais ce qui est drôle, c'est que notre université n'avait que 400 étudiants par promo, donc en tout 1600, 1700 étudiants. Et je suis l'un des auteurs qui vend le plus de livres au monde, mais pas seulement moi, et Dan aussi, Dan qui en vend plus que moi. C'est étrange. On avait un groupe, David Foster Wallace aussi était là au même moment. David habitait à côté de moi quand j'étais en première année. C'était étrange de se retrouver là. Ce groupe qui était là au même moment, au même endroit. Why did you start to write, in fact? Because before writing, you were working in a travel agency, for example, for a few years. You started something else, and you studied in politics, science. Je lui demande pourquoi il a commencé à écrire, parce qu'avant ça, il a fait des études de sciences politiques. Après, il a travaillé 8 ans, si je ne me trompe pas, dans une agence de voyage. Et puis, l'écriture, assez tardivement. Donc, why? Alors bon, sciences politiques, c'est comme un euphémisme pour dire j'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie. En fait, j'allais faire du droit et puis mon grand-père dirigeait une agence de voyage et il m'a dit mais viens, prends une année sabbatique, viens. En fait, j'étais guide touristique pour des Américains. Je travaillais en Espagne. Ça, c'était quand j'étais étudiant. Et je me disais, mais les Américains sont tellement bizarres. Bon, en vacances, alors on est très bizarres. Donc un jour, je me suis assis et j'ai écrit un livre. Pas en une journée, mais j'ai commencé à écrire un livre quand j'étais toujours à la fac. Et le livre était affreux, c'était prétentieux, pompeux, autocentré. Mais à partir de là, ça a été comme un virus. J'ai eu ce virus de l'écriture. J'ai toujours aimé les histoires, j'ai toujours aimé les raconter, les écouter. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire ce que j'aime, ce que j'appelle en fait les nouvelles d'immersion. On peut les appeler autrement, mais en tout cas, c'est le type de livre que vous emportez en vacances à Saint-Tropez, mais vous devez rester dans votre chambre d'hôtel parce que vous devez savoir ce qui arrive à Adam, à Corinne. Je ne vais pas vous raconter ce qui se passe dans Intimidation. How did you find this main character? I told you about Byron Bolitar, and he's not alone. There is so many people around him. And how
did you imagine him? Is there a lot of you in him? There is sport, very important in your life, sport. You used to play basketball. Je lui demande Myron Molitor, qui est vraiment le personnage principal d'une bonne partie de ses romans, comment il l'a créé finalement. Bon, c'est un personnage qui est dans le monde du sport. Harlan Coben a fait du basket. Il mesure 1m94. Hein. I'm saying you're very tall. Je me lèverai tout à l'heure. Comment on crée un personnage qui va devenir mythique? Tell us about Myron Molitor. Les auteurs n'aiment pas forcément l'admettre, mais en tout cas dans ce cas, le héros c'est moi, mais plus accompli. Je fais du basket, mais il en fait mieux que moi. FBI? Non. Jamais, parce qu'il me dit c'est moi, Myron Molitor. Mais sauf que Myron Molitor est un ancien du FBI et pas vous. Mais c'est surtout au niveau de la personnalité. Je suis un peu drôle, il l'est plus. Je suis fort, il est plus fort. Je suis un bon ami, mais il est encore un meilleur ami. Bon, il a à peu près la même taille, peut-être un petit peu plus grand. C'est comme ça que j'ai commencé avec Myron. Mais à la fin, en fait, on a évolué de manière très différente. On a commencé un peu au même endroit. Je voulais quelque chose de lui qu'il avait. Et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que le rêve de Myron était de se marier, d'avoir des enfants, d'emménager dans une maison, de faire des barbecues. Et ça, c'est ma vie. Donc Myron est jaloux de moi. Et de l'autre côté, mes parents sont morts assez jeunes. Donc Myron, lui, a ses parents, et il a une relation très forte avec eux. Et cette relation que vous voyez, eh ben, c'est celle que j'imagine que j'aurais pu avoir si mes parents avaient survécu. Donc je suis jaloux de lui à ce niveau-là. Les années passant, au lieu d'être mon alter ego, il est devenu mon ami et on a pu prendre des chemins différents. Et aussi, franchement, alors, j'ai commencé à écrire mon premier livre sur lui en 93 ou 94. Sa vie n'a peut-être pas très bien réussi. Il s'est blessé au basket, beaucoup de personnes sont décédées autour de lui. Il n'a peut-être pas accompli tout ce qu'il voulait faire parce qu'il est sans doute mieux comme personnage un peu malheureux. Et pour moi, en revanche, les choses vont plutôt bien. Quand j'ai écrit le premier livre sur Myron, j'étais un total inconnu. Donc c'est très intéressant de voir comment nos vies ont changé et comment elles interagissent l'une avec l'autre. Harlan Coben, you know, often writers say that we can find a piece of them in each character. Souvent, les auteurs disent qu'on peut trouver une petite partie d'eux dans chacun de leurs personnages. But I'm very worried because your bad guys are very, very bad. Je suis très inquiète parce que les méchants chez Harlan Coben sont vraiment très, très méchants et ça m'inquiète un petit peu. C'est drôle, vous savez, je n'ai jamais pensé cela comme ça, mais oui, ils font partie de moi. On ne veut pas forcément l'admettre. Myron a un partenaire qui s'appelle Win. Et il a des pensées très sombres et je me disais, certaines personnes sont Win et d'autres Myron. Mais en fait, je suis un peu les deux. Être romancier, c'est aussi être empathique. Pas juste sympathique, mais empathique. Empathique, ça ne veut pas dire qu'on se soucie réellement des gens, mais en tout cas, on les comprend. Donc, il faut que je rentre dans les corps, les âmes de personnes très différentes de moi. Hommes, femmes, les bons, les méchants, blancs, noirs. Il faut que je sois en eux pour les comprendre. Donc l'empathie, c'est une grande partie du métier de romancier. Alors parfois, je parle d'idées politiques, de métiers, de personnes auxquelles Harlan Coben ne croit pas forcément, mais ces personnages doivent le croire et je dois le croire aussi fortement qu'eux. It's a way to live many lives in only one. C'est une manière de vivre 1000 vies en une. En fait, ça fait de vous une personne meilleure. Je pense rarement à la folie des gens à travers leurs idées. Je les comprends. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux, mais le fait d'entrer dans leur tête, eh bien, me fait voir un monde qui est plus gris que noir et blanc. Je vois plus le gris que le noir et le blanc. Et le noir et le blanc ne m'intéresse pas. Gray is more interesting. Le gris est plus intéressant que le blanc ou noir. Yeah. All your books are about good and evil. Yeah. But not only good or not only evil. What is between. C'est vrai que tous ces livres, c'est entre le bien et le mal, mais c'est des notions qui n'intéressent pas tellement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le gris au milieu. Because we all have inside both of them. On a tous à l'intérieur du bon et du moins bon. Exactly. Oui, exactement.
Si vous êtes à un match de foot, vous savez, il y a une ligne sur le terrain. Alors, d'un côté, ce serait ce qui est juste, de l'autre côté, ce qui est faux. Moi, je vais être sur cette ligne. Je veux continuer à marcher sur cette ligne. Et on ne peut pas dire exactement où elle se situe. À l'intérieur, à l'extérieur, le bon, le mal. C'est là où je veux être, sur cette zone grise. À la fin du livre, je veux que vous vous demandiez, « Oh là là, je me verrais presque, moi, faire ça aussi. » Comprendre le criminel. Je n'aime pas vraiment le tueur en série qui tue sans raison parce qu'il est fou. Ça ne m'intéresse pas vraiment. It's not about blood and violence in your books. It's not the point. The point is about thrill. And I wanted to ask you, what is your biggest fear in life? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de violence ou de sang dans les livres d'Harlan Coben. C'est plutôt, ça joue sur l'angoisse. Et je lui demande quelle est sa plus grosse angoisse. Your biggest thrill, your biggest fear. En général, je déçois les gens avec ce type de réponse. Peut-être que les livres fonctionnent comme une sorte de thérapie pour moi. En fait, je ne vis pas avec beaucoup d'angoisse. On pense que j'imagine toujours le pire, mais en fait, je crois qu'à travers les livres, je les exprime, ces angoisses, ou peut-être que je les bloque. Vous ne connaissez pas l'angoisse jusqu'à ce que vous ayez un enfant, car là, il y a quelqu'un de plus important que vous. Vous connaissez l'angoisse à partir du moment où vous avez un enfant. Alors, je repousse ces idées ou bien je les exprime à travers une thérapie avec mes livres. En tout cas, merci à chaque lecteur de m'aider à faire une thérapie avec mes livres. S'il y avait un canapé, on serait mieux. Je vous propose de s'allonger puisqu'il nous explique que chaque livre est une thérapie pour lui, donc il n'a pas beaucoup de peur. You know what? I prepare something very special for you. It's a what-if interview. Donc j'ai préparé pour notre ami Harlan Coben une interview totalement spéciale pour lui. C'est une interview what if et si, puisque vraiment tous ces livres démarrent avec ce truc-là, entre guillemets. What if Byron Bolitar wants to meet you and to tell you something? What would he tell you? Alors, si Myron Bolitar le rencontrait et voulait s'adresser à lui et pour lui parler, qu'est-ce qu'il lui dirait, Myron Bolitar, s'il rencontrait son auteur? Alors, ce qui est intéressant à propos de Myron, je ne sais pas, en fait, je suis peut-être un dieu pour lui. En tout cas, j'espère tout d'abord qu'il me remercierait de l'avoir créé parce qu'il ne serait pas là sans moi. Mais je pense que je trouverais Myron ennuyeux parce qu'il me ressemble trop. Je n'ai pas envie de me balader, d'être avec lui. Je veux que vous puissiez sortir avec lui, mais moi, pas nécessairement. Je n'ai rien à dire à Myron parce que je le connais tellement bien. Je connais ses angoisses. Il se peut qu'il me demande ce à quoi je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui va lui arriver? Je ne sais pas. Je sais chaque fin de livre, mais je ne sais pas comment se termine la vie de Myron. Je ne sais pas s'il va se marier, s'il va avoir des enfants, s'il va être heureux ou malheureux. J'apprends cela au fil de l'écriture. Donc je connais l'intrigue. Mais je viens d'écrire un nouveau livre sur Myron Bolitar. Il est fiancé, mais je ne vous dis pas s'il se marie à la fin. Il faut que vous le lisiez pour le savoir. Mais je ne sais pas ce qui arrive à la fin. Il va peut-être me demander quelle est la suite pour lui et je ne sais pas. OK. What if you don't have the right to write a word for many years? You don't have the right to write books. What do you do, Harlan Coben? Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez plus le droit d'écrire pendant des années? Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est triste. Parce que je n'ai rien d'autre. Une des raisons pour lesquelles j'écris tant en dehors de ma famille, j'ai commencé le golf il y a quelques années, mais c'était une mauvaise idée. J'aurais dû plutôt casser un verre et me le jeter à la figure plutôt que de faire du golf. Mais je ne sais rien faire d'autre. Je ne suis pas bon à autre chose. Quand je travaillais dans l'industrie du voyage, je n'étais pas bon, j'oublie les choses, je ne parle aucune langue étrangère, je suis très désorganisée, mon esprit vagabonde. Donc la seule chose que je sais faire, bien faire, c'est d'écrire. Et c'est pourquoi je travaille tant.
Il y a 3 choses qui font un auteur. Il y a l'inspiration, la transpiration et faire le job. Je veux dire, le job, c'est écrire. Rien d'autre ne compte. La recherche, ça n'est pas le travail. Créer des personnages, ça n'est pas travailler. Aller au café, discuter avec des amis, c'est pas ça le travail. Il n'y a que l'écriture. Et le dernier élément, c'est le désespoir. C'est-à-dire, je ne sais pas faire autre chose. Donc, si je n'étais pas un auteur, je ne sais pas très bien ce que je ferais. Peut-être que je serais acteur, puisque j'ai testé. Mais c'est vraiment ce qui me donne cette énergie. Si je n'écrivais pas, il faudrait que je me lève tous les matins comme tout le monde, que j'aille au travail, dans un marché, un magasin, je ne sais pas moi. Et je ne serais pas bon à ça. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je continue à écrire. What if USA elected Donald Trump? Alors, et si les États-Unis avaient élu Donald Trump? Ah mince, ils l'ont fait. They've done it, sorry. Allez, on ne dit plus « et si » maintenant. What do you think of that? Je ne commente plus. Je l'ai fait beaucoup avant les élections. Maintenant, les élections sont passées, donc j'ai décidé de ne plus faire de commentaires. Attendons de voir ce qui va se passer. Comme je l'ai dit dans beaucoup de livres, les plans de l'homme et Dieu qui les laisse faire. C'est ce qui s'est passé. Donc, attendons de voir. J'ai beaucoup commenté cela avant les élections. Maintenant, les élections sont derrière nous. Maintenant, j'attends de voir. OK. Smiling or not? Je ne suis pas joyeux, je ne suis pas triste, je ne révèle rien. OK. C'est aussi que je n'aime pas parler de politique en tant que romancier, parce que je veux que vous lisiez ce livre sans a priori. Je ne veux pas être dans le livre. Je ne veux pas que vous vous disiez en lisant le livre, oh là là, il est complètement à droite, il est complètement à gauche, il est religieux, il n'est pas religieux. Mon travail, c'est de rester à l'extérieur du livre. Donc, je ne veux pas que vous ayez ce type de préoccupation. What if God exists? Si Dieu existait, ce que ne croit pas Harlan Coben, qu'est-ce que vous lui diriez? What would you tell him? Qu'est-ce que je devrais dire à Dieu? Il saurait, enfin, je ne sais pas. Je ne veux pas vraiment connaître les mystères de l'univers, parce que ma théorie est que si Dieu existe, il m'a dit ce qu'il voulait que je sache. Et ce serait présomptueux de ma part de vouloir savoir plus ou de lui demander d'autres choses. C'est pourquoi, dans un sens, par exemple avec la prière, je comprends qu'il puisse avoir un plan divin. L'humoriste américain George Carlin a parlé de ça en disant « Mais qui suis-je pour demander à Dieu de changer son plan, par exemple pour avoir une meilleure santé ?» Donc, si Dieu existe, je dis merci, mais je n'ai pas vraiment de questions pour toi. Je n'ai pas vraiment de questions pour toi, parce que si j'en avais une, enfin, si je devais savoir quelque chose, tu me l'aurais déjà dit. You don't believe in him, vous ne croyez pas en lui, maybe he believes in you. Peut-être. Il croit en vous. Peut-être. J'ai l'esprit ouvert sur ça. Hein. Selon moi, on ne sait pas forcément. Il n'y a jamais eu de preuves. Pour certains, il y en a peut-être eu. Mais je suis très ouvert d'esprit sur ce qu'il pourrait y avoir là-haut. Il est d'une famille juive. Is it important for you? La culture a toujours été très importante, l'histoire aussi. Les textes religieux ne sont pas très importants. Je ne pense pas nécessairement devoir aller au temple, faire ci ou ça. Ce n'est pas ce que je suis. Tout l'héritage, la culture, mon héritage familial, ma famille qui est arrivée ici aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Un violon sur le toit, ou la manière dont les Juifs étaient expulsés de Russie. Ma famille venait de Pologne. Mon père est né à Jérusalem. Il a grandi là-bas et il a dû partir autour de 1920 et est arrivé aux États-Unis. Donc ces choses-là sont importantes pour moi. L'Holocauste, l'histoire. Mais les textes eux-mêmes, est-ce qu'ils sont vrais ou faux? Est-ce que le roi David a fait ceci ou cela? Ça ne me préoccupe pas tellement. There is not so many religion in your books. C'est vrai qu'il ne parle jamais de religion dans ses livres, Harlan Coben. Alors que c'est important aux États-Unis, it's a main topic in the USA religions, and you never talk about it.
Les personnages ont parfois une croyance, mais je ne les montre pas au temple ou à l'église, et ils mangent, et je ne les montre pas en train de manger. Ça peut apparaître, mais c'est sans être dit, c'est ça l'écriture. Par exemple, l'emplacement, ça peut être New York, le New Jersey, c'est pas forcément dit, mais on sait que c'est ça. Pour moi, la religion fait tellement partie de l'individu, de ce que tu es, Voilà. Par exemple, aux États-Unis, quand j'écrivais des livres avant le 11 septembre, et puis j'en ai écrit après le 11 septembre. Et à travers plusieurs livres, je n'ai pas pu parler du 11 septembre. C'était trop difficile là où j'ai vécu. On a perdu trop de personnes dans ma ville. Mais ça transparaissait dans toutes les pages, même si je ne le mentionnais pas. L'Amérique d'avant le 11 septembre et d'après n'était pas la même. I think all the world was different after. Oui, donc c'est là, mais je n'ai pas forcément besoin de le dire, c'est juste là. C'est la même chose pour la religion ou Dieu, ça fait partie de l'environnement, mais je n'ai pas nécessairement besoin de l'écrire. My last what if. What if you could speak with your parents? You told us that you were very young when they disappeared. Oh, je n'étais pas si jeune que ça. Yeah, but what if you could speak right now with them? What did you ever think of what you would say, you would do? Or... S'ils pouvaient s'adresser à ses parents qui sont morts quand il était jeune? Je pense que je leur parlerai de leurs 4 petits-enfants, ils ne les connaissent pas. Mes 4 enfants et les 3 enfants de mon frère. Donc ça fait 7 petits-enfants. C'est ce qui les intéresserait sans doute le plus. Quand je viens ici, à Paris, il y a une petite amertume pour moi parce que maman aimait tellement Paris. Si elle savait que j'étais à Paris là, que j'allais voir des spectacles, que je peux aller dans des restaurants où on me reconnaît, elle serait tellement fière. Alors elle pourrait être un petit peu ennuyeuse avec ça, c'est le cas souvent des mères, mais elle serait tellement fière. Si je pouvais les emmener quelque part, j'aimerais les emmener à Paris et aller voir un spectacle en avant-première, par exemple, sur les Champs-Élysées, ce serait super. Okay. Which kind of little boy were you? Quel genre de petit garçon vous étiez là? I don't know, like 7 years old, for example. Which kind of boys were you? Mon enfance a été assez normale. Flaubert disait, je paraphrase, Flaubert disait « Soyez bourgeois dans votre vie, ce qui vous permettra d'être violent, original dans votre travail. » Je pense que c'est moi. Ma vie a été assez normale. J'ai été élevée avec 2 frères. J'ai grandi dans le New Jersey, dans une banlieue classe moyenne. On travaillait dur. On est allé dans de très bonnes écoles. Maintenant, je suis mariée, j'ai 4 enfants qui rentrent dans les âges adolescents et étudiants. Donc, ma vie, elle est assez banale. Mais c'est ce qui m'aide à être violent et original dans mon travail. Okay. And do you have one of your child who want to write later? Maybe started to write? Est-ce que vous avez un de vos enfants qui veut écrire ou qui a peut-être déjà commencé? And if yes, what would you tell him or her? Qu'est-ce que vous lui diriez si c'est vrai? Oui, vas-y, essaye. C'est tellement dur. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir le succès que j'ai eu en tant qu'auteur. Vous travaillez beaucoup, mais il faut aussi avoir beaucoup de chance et de discipline. Tous mes enfants ont sans doute un talent, peut-être que certains en ont plus que d'autres, mais je ne savais pas quand j'avais leur âge que je voulais être un auteur, donc je ne les pousserai pas, je les laisse être ce qu'ils veulent être. Mais si jamais ils voulaient devenir écrivains, je leur dirais bien sûr, essaye. Mais on comprend que c'est très difficile de réussir. C'est la même chose quand je vois des acteurs, les chances de réussir sont vraiment très minces. Donc, vous essayez, mais gardez les yeux ouverts. How did you raise them? What did you try to teach them, in fact? Comment vous avez élevé vos enfants? Qu'est-ce que vous avez essayé de leur enseigner? Quelles valeurs, finalement? Which values? Je crois que la gentillesse serait la première chose. Si vous êtes gentil, ça englobe le reste. Si vous êtes gentil avec les autres, ça marche. C'est intéressant. Il y a quelques semaines, enfin non, il y a quelques mois, je suis allée à Kennebunkport, dans le Maine, pour un événement littéraire, pour George et Barbara Bush. Ils ont 92 ans, je crois que Barbara a 91 ans maintenant.
Et elle a pris mes enfants. Et voilà, mes enfants se trouvent face à cette femme d'une grande sagesse qui a vécu une vie incroyable et qui leur dit, il y a quelque chose que je dois vous dire, soyez gentils. Les moments que je regrette dans mon existence sont ceux où je n'ai pas été gentil avec quelqu'un. Donc ça, c'est la philosophie numéro 1. La deuxième leçon de philosophie, c'est que j'essaye de leur dire, vous apportez votre propre météo au pique-nique. Je ne sais pas si ça peut se traduire, mais je leur dis cela, ils m'entendent le dire tout le temps, et comme ce sont mes enfants, ils lèvent les yeux au ciel. Donc, ce sont les deux choses principales que j'essaye de leur enseigner. Okay, great. Two questions related. What is very American in you and what is very French in you? Qu'est-ce qui est très américain chez vous, Harlan Coben, et qu'est-ce qui est très français? Well, Je ne vois pas les différences. On me dit toujours, vos livres sont tellement américains, mais alors pourquoi tant de Français les lisent? C'est qu'il doit y avoir des ressemblances. J'écris sur le rêve américain, mais il y a aussi le rêve français. Les Français, je l'ai déjà dit plus tôt, ce que j'aime beaucoup sur les Français, c'est que vous avez une manière d'apprécier ces petits moments, la nourriture, le vin, l'amour. Je l'ai en moi, oui, mais je l'ai aussi appris de vous. Je suis jaloux, j'essaye toujours d'apprendre de vous. Je ne suis pas encore trop vieux pour apprendre. Et j'adore sortir avec mes amis français et je suis toujours en train de regarder ce qui se passe, très stéréotypé, car je suis très ambitieux. Par exemple, je veux que Ne le dis à personne soit un film excellent. Je ne veux pas que ce soit un film moyen, mais qu'il soit très bon. Je veux qu'une chance de trop, cette série soit très bonne. Et juste un regard, la mini-série est excellente, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui regardent, qui lisent mes livres. Je suis très ambitieux, non pas pour des raisons financières, même pas pour des raisons d'ego, mais c'est parce que je crois que j'existe plus en tant qu'auteur quand vous me lisez. Donc, quand vous entendez des auteurs qui vous disent « ça, c'est un mensonge », moi, je n'écris que pour moi. Ça m'est égal si je n'ai pas de lecteur. Ça, c'est un mensonge. La seconde chose, dire je ne parle que pour moi-même. Écrire, c'est communiquer. Quand vous lisez mes livres, quand vous lisez Intimidation, Adam Price et Corinne prennent vie dans votre tête. C'est très différent d'une personne à une autre. Ils sont différents. Pour chaque personne, c'est un univers différent. Et ces personnages prennent vie parce que vous lisez. Et c'est ce qui m'excite toujours. Donc, plus de personnes lisent et plus il y a d'univers qui prennent vie. Et je trouve ça très, très chouette. Je suis dans une relation individuelle avec vous. On plaisantait tout à l'heure quand vous me disiez que vous me lisiez dans votre baignoire ou dans votre lit. Alors, j'ai la chance d'aller dans tous ces endroits, mais malheureusement, je n'y vais pas vraiment. Mais c'est toujours cool. Cette communication, elle est toujours chouette. Ça vous a fait un petit peu rougir, je suis désolée. Now a very French question. I know, OK, I know oui, très française. Une question très française. Do you make a difference between a writer and an artist? Est-ce que je fais une différence? Est-ce qu'il fait une différence entre un écrivain et un artiste? C'est à vous de voir. Vous pouvez faire cette différence. Les spectateurs, les critiques, ce n'est pas mon rôle. Est-ce que vous êtes un artiste? Je ne sais pas, je ne sais pas. You don't know. Je vous laisse choisir. C'est juste un mot. Pour certains, je le suis, pour d'autres, non, ça ne me préoccupe pas. Ce que j'ai vu à travers tous les artistes, ceux que vous considéreriez comme de grands artistes, ne se préoccupent pas nécessairement de savoir s'ils sont artistes ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est que le travail soit fait. Par exemple, Philip Roth, on est tous d'accord sur le fait que ce soit un grand artiste et c'est probablement l'un de mes auteurs préférés de tous les temps. Il a cité quelqu'un un jour en disant quelque chose auquel je crois vraiment. Les amateurs attendent que l'inspiration arrive. Tous les autres se mettent au travail. Donc, si vous restez assis en vous disant « Oh, je suis un artiste, je ne peux pas écrire aujourd'hui parce que la muse n'est pas assise sur mon épaule », mais ça n'a aucun sens. La plupart des grands artistes, la plupart des grands écrivains, ceux qui produisent du contenu, quel que soit le terme que vous voulez employer, prenez-le comme un travail.
Philip Roth l'a pris comme un travail, je le fais aussi. Un plombier ne peut pas dire un jour « Oh là là, je suis si important que ça, je ne peux pas réparer ce tuyau ». Je ne peux pas dire cela non plus. J'écris comme un travail, c'est un travail, voilà. Est-ce que c'est de l'art? Ça, c'est à vous de voir. Si des gens font de l'art, c'est à eux de voir. Mais moi, je ne peux pas m'enfermer dans cette idée en me disant « Je suis un artiste, je suis important ». Quand on utilise le mot « artiste », pour moi, ce qui me rend hésitant, c'est que je ne veux pas être aussi important. Je suis comme tout le monde. Je veux atteindre un niveau, je veux travailler. Work, work, work. Travail, travail, travail. Le travail permet de produire, et c'est ce que font les artistes. Tous les artistes que vous aimez produisent beaucoup de matière. Je ne parle pas d'écrire un livre ou un moment particulier, mais tous vos auteurs favoris, si on revient dans le temps, Dumas, Dostoïevski, Wilde, Dickens, ils écrivaient pour de l'argent. Moi, je n'écris pas pour l'argent, mais eux, oui. Donc c'est dur. Ceux qui produisent beaucoup, Bob Dylan, Springsteen, ils travaillent dur, donc ils ne se laissent pas enfermer dans ce jeu, est-ce que je suis artiste ou pas? Ça, ils le laissent aux autres. Let's imagine Harlan Coben, you can have a dinner at your house and you can invite who you want. Yeah. Maybe dead people for a long time or people alive, I don't know. Who would you invite? Qui est-ce que vous inviteriez à un dîner chez vous, par exemple, Harlan Coben, des gens morts, des gens vivants? Qui est-ce qui l'inviterait à table? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Oui, ce que je fais en général, c'est que j'invite des personnes qui sont disparues, mais que je connaissais personnellement parce qu'elles me manquent. L'auteur Elmore Leonard, Ed McBain, David Foster Wallace, ami de l'université, Donald Westlake. Ce sont tous mes amis qui étaient écrivains et qui sont morts. Et il me manque, non pas simplement en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'être humain. Il y aurait aussi, bien sûr, mes parents, des personnes qui me manquent. C'est en général les personnes que je choisis. Est-ce que ce serait chouette d'avoir Benjamin Franklin? Bien sûr. Ce serait bien d'avoir Alexander Hamilton? Bien sûr. Napoléon? Évidemment. Ce serait une grande table, hein? Je pourrais continuer à nommer des gens. Mais il y a des réponses différentes selon les personnes. Mais en général, je me demande qui est-ce que j'aimerais avoir. Ce ne serait pas forcément des personnes très célèbres au niveau historique, mais c'est surtout des personnes qui me manquent, des personnes que je connais déjà, pas des personnes que je rencontre pour la première fois. The choice from the heart. Le choix du cœur. D'accord. Isn't that very French of me? Yes, it is very French. C'est très français. Who do you admire? You have admiration for who? Qui est-ce qu'il admire en fait? Pour qui il a de l'admiration? Je ne sais pas. J'admire beaucoup de personnes. Je vais vous parler de quelqu'un récent. Bruce Springsteen, on en a parlé. Je viens du New Jersey, donc je suis bien sûr un fan de Springsteen. Mes lecteurs le savent, il apparaît dans beaucoup de mes livres. Mais je parle de Springsteen maintenant parce qu'il vient d'écrire une autobiographie. Alors, si vous n'achetez pas mes livres, achetez celui de Bruce, enfin, ou vous pouvez acheter les deux. C'est très intéressant de voir ça. Je crois que durant la même semaine, on a été au numéro 1 des ventes pour les fictions et les non-fictions. Et son livre s'appelle « Né pour courir ». C'est une autobiographie. La raison pour laquelle j'en parle, c'est une sorte de héros. Hein. Je crois que Bruce a été très honnête dans ce livre, de manière rafraîchissante. Il a parlé de son anxiété, de sa dépression, de son besoin d'aide. Et je trouve que c'est courageux. On voit Bruce sur scène et on le voit d'une certaine manière. Alors, s'il ressent ces choses-là, j'espère que ça peut aider d'autres personnes. Car la maladie mentale est malheureusement toujours un tabou. Et ça ne devrait pas l'être. J'avais un cousin qui s'est suicidé. Il faisait des choses très bizarres. Et si il avait un cancer, on ne l'aurait pas vu comme ça, c'est une maladie. Et il faut se dire que pour la maladie mentale, c'est la même chose qu'un cancer. Si vous dites à un ami qui est déprimé, « Allez, lève-toi, debout, viens avec moi », c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a les jambes brisées de se lever, il ne peut pas. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que Bruce soit si honnête sur tout ça. Oui, on s'est rencontrés. On n'est pas amis, mais on s'est rencontrés. OK. Did you like... Was it like in your dreams? Est-ce qu'il correspondait à ce qu'il imaginait de lui, Bruce Springsteen?
Je n'aime pas, je suis assez gênée avec ces moments avec des célébrités. Je suis contente de le rencontrer et on se parle comme de vraies personnes. Je n'aime pas attendre mon tour et lui dire combien j'aime sa musique. When we started the show, you told me just before, what am I going to say during 52 minutes? We have just 2 minutes left. Il a commencé juste avant qu'on démarre, il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter en 52 minutes? Et regardez, les 50 minutes sont passées à la vitesse de l'éclair, il nous reste 2 minutes, donc on va remplir le livre d'or. This is the book of the show. Okay. You choose this color. Il a choisi le violet, mais alors pour une vraie bonne raison. Explain us why you chose the purple. Je suis allée à l'université Amherst dans le Massachusetts avec Dan Brown et David Foster Wallace. Et la couleur de notre université, c'est le violet. Donc en fait, pendant qu'il écrit, just write a word. En fait, ce que nous racontait Harlan Coben, c'est que la couleur pourpre-violette est chère à son cœur parce que c'était la couleur de son université. Quand il dit college, c'est université. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, si vous connaissez le système, on est très chauvin de son université. Il y a des couleurs, il y a des animaux, il y a des slogans. Et on appartient à une université, ça vous marque à vie. Voilà ce qu'il était en train d'expliquer. Moi, je vous rappelle, Intimidation chez Belfond Noir, Harlan Coben. Pour ceux qui connaissent déjà, régalez-vous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un bon premier livre pour démarrer, même si on n'est pas dans la série des Myron Molitor, que vous découvrirez plus tard. Mais offrez-vous ce livre à Noël. Et puis, comme il nous disait aussi, la biographie de Bruce Springsteen, qui visiblement est particulièrement intéressante. Donc voilà, vous pouvez faire 2 livres pour cadeau à Noël. Nous, on a eu beaucoup de chance d'avoir Harlan Coben. Je peux vous assurer que toutes les télés, toutes les radios de France le réclament. Ça a été une très belle surprise qu'ils nous disent oui à KTO et à VIP. Et on l'en remercie encore parce qu'il a fait ce choix-là. Et c'est vraiment très intéressant pour nous. Et puis, pendant qu'il est fini d'écrire, vous pouvez zoomer sur ses chaussettes parce qu'il y a quand même une... C'est presque une légende, c'est devenu mythique. I'm talking about your socks, Harlan Coben. c'est tout un poème, les chaussettes d'Harlan Coben dans toutes les émissions de télé. Vous pouvez découvrir sa nouvelle paire de chaussettes, ça fait partie. Voilà, on voit vos chaussettes. You can look at your socks on the TV. Les voilà. It's part of the character. Ça fait partie du personnage. Thanks a lot. We're very happy to Thank you so have you. much. Merci beaucoup. What can I say for your future? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir? J'espère continuer à écrire des livres et faire des films et que vous continuerez à les voir avec moi. Oui, je peux, j'ai dit. Merci, Emmanuel. Je ne vais rien écrire d'intelligent ici parce que je garde mes bons mots pour mes livres avec affection et gratitude. Harlan Coben. Merci infiniment et on se retrouve très bientôt dans VIP. Au revoir Harlan. Au revoir.